Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Carnet d'aventure avec aujourd'hui une très belle histoire, une histoire père-fils. Bonjour messieurs, Jean-Michel Jorda, Maxime Jorda. Vous êtes partis à travers l'Europe pour essayer de mieux comprendre toute cette histoire d'union européenne, de lien entre les pays. Et ça a commencé il y a un peu plus de 3 ans maintenant, au niveau de l'idée sur le papier. Racontez-moi déjà un petit peu, messieurs, comment vous en êtes arrivés à vouloir découvrir l'Europe à vélo, puisque c'était bien évidemment le deux roues qui faisait la jonction un petit peu entre tous ces pays. Et en fait, tout part d'un... Bonjour, pardon. Bonjour. D'abord, hein. Tout est parti d'un... J'ai lu une news dans le journal des jeunes européens, qui est édité par l'Union européenne, et qui disait que pour 80% des jeunes européens, l'Europe, c'était loin. Et ça m'a... C'est incroyable. C'est un constat qui fait peur, quelque part. Voilà, donc d'où qu'ils viennent, qu'ils soient français, qu'ils soient allemands, qu'ils soient grecs, voilà, c'était 80% des jeunes pensent ça. Donc j'ai demandé un petit peu ce que c'était pour lui l'Europe, parce qu'il était lycéen. Alors Maxime, c'était quoi à l'époque? C'était quoi ta vision de l'Europe à l'époque? Moi, ma vision de l'Europe, c'était très scolaire. Disons que ça parlait de chiffres. Et puis moi, après, je me suis dit avec mon père qu'on pouvait y aller pour voir autre chose que les chiffres et voir les gens. C'est ce qu'on a fait. Un voyage donc basé autour des rencontres, Des c'était rencontres, un peu oui. ça aussi l'idée de ce voyage, c'est de faire des rencontres et de voir un petit peu comment ça se passait à l'étranger. C'est ça, puisque c'est pas si loin que ça. En avion, c'est 1h30. Le bout de l'Europe, allez, on va dire 2 heures d'avion. Et en voiture, on est à 3/4 d'heure là, de l'Italie. Donc on doit pouvoir. Il fallait aller voir un petit peu comment sont les gens et qu'est-ce que c'était que cette Union européenne à 27 à l'époque. Alors, tout de suite, avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet et de voir les destinations qui ont été abordées, je vous propose tout de suite de se mettre dans l'ambiance avec quelques images de cette Europaride. Et tout de suite, quelques images. Alors, messieurs, c'est vrai que cette aventure, elle était quand même basée sur votre histoire à tous les deux, la relation père-fils. J'ai envie de dire, comment elle est venue sur la table, comment ça s'est imposé vraiment de faire cette aventure tous les deux, de partir à travers l'Europe. Alors, il y a le côté tandem qui fait un petit peu la relation entre toute cette histoire. Mais comment vous vous êtes dit, on va partir ensemble sur le terrain? Alors, ça faisait longtemps que lorsque j'ai fait mon premier périple au Népal, en VTT au camp de base de l'Everest, j'y avais promis qu'on ferait un jour un truc ensemble. Et puis il fait du vélo. Ouais, je suis passionné de vélo et du coup beaucoup de descentes. Et puis comme mon père il fait des films et du coup on essayait de faire un projet ensemble. Du coup c'est venu de là et puis justement avec cette histoire d'Europe, du coup on a fait un projet autour de ça. Vous êtes partis 2 années consécutives pendant un peu plus d'1 mois et demi en cumulé chaque année. Ça a commencé par l'Angleterre, ça a commencé par le Royaume-Uni et tout de suite c'est allé un petit peu plus loin. Comment vous avez décidé des destinations, des lieux exactement à visiter?
Bah alors, les destinations, elles étaient choisies, il fallait qu'il y ait un lien culturel, mais aussi qu'il y ait de quoi rouler, entre guillemets. Parce que, comme faire du vélo, il faut aussi trouver des endroits pour en faire. Du coup, ouais, on a choisi l'Angleterre, d'une part avec Stonehenge, qui était pour le côté culturel. Puis après, on a décidé de monter en Écosse pour le vélo. Donc, du coup, on est allé à Glencoe, Fort William, toutes ces stations qui sont le berceau des manches de Coupe du Monde. Et voilà. C'était un peu finalement un rite initiatique pour toi. Voilà, ouais, c'est ça, ouais. On a fait beaucoup de lieux ouais, de Coupe du Monde et voilà. Mais on a décidé, en fait Glencoe c'est lui qui a décidé. Parce que Glencoe, je défie à quiconque qui n'a pas Savoir où lu c'est. les journaux spécialisés de savoir où c'est. Et lui, Ils ont il un avait peu lu. survendu le truc. Alors il me Forcément. l'a vendu et peut-être un peu survendu dans les journaux en tout cas. Voilà. Mais enfin, on Bah, a disons fait que de belles c'était bien images. parce qu'on était tout seul. Les belles images, en Voilà. tout cas, se font toutes seules Voilà. Exactement. dans ces milieux-là. Exactement. Et c'est vrai qu'après, vous êtes parti à l'opposé, c'est-à-dire à l'est toute de l'Europe, avec donc, tous les pays de l'Est, et notamment un détour en Grèce, en Chypre, en Crète. Et d'ailleurs, je vous propose de regarder quelques images pour mieux s'imprégner, mieux comprendre le début de ce périple, avec, encore une fois, de très très belles images de vélo, de VTT. Je suis dans le stade panathénaïque, le stade de tous les Athéniens. C'est ici qu'ont eu lieu les premiers Jeux olympiques de l'ère moderne. Nous étions à ce moment-là en 1896. Ce stade a également accueilli les 28e Olympiades de l'ère moderne, le 29 août 2004, entrée ici, la dernière épreuve de ces Jeux olympiques, l'épreuve du marathon. Messieurs, c'était vraiment un must. Il fallait aller là, en Grèce, avec une signification un petit peu particulière, parce que c'est vrai que la Grèce, au niveau de l'Europe, bon, c'est pas exactement encore, ça change de mois en mois. Exactement. Et on est arrivé en Grèce au moment, donc on est en 2015 à ce moment-là, au moment de toutes les manifestations de mécontentement du peuple grec. Et quand on a contacté le comité olympique grec pour leur dire qu'on venait faire un documentaire avec un jeune et qu'on a expliqué un petit peu l'histoire, ils nous ont ouvert le stade panathénaïque. Pendant Et 2 heures. 2 heures. 2 heures de Juste temps. privatisé pour vous. Il était qu'à nous, aux meilleures heures, entre 7 et 9, parce Donc, qu'après c'est ça pas chauffe. chaud. Et ça nous a permis d'aller là-bas et de voir un peuple qui se réveillait, en tout cas qui ne comprenait pas tout ce on tentait de lui expliquer en tout cas. C'est vrai qu'au niveau du Royaume-Uni, on a plus tendance à parler de culture beaucoup plus occidentale, très proche de notre manière de vivre à nous, les Français. C'est un peu différent avec la Grèce, ou Maxime, tu as senti des différences culturelles? Ah oui, c'est totalement. Enfin, j'ai trouvé ça différent de leur mode de fonctionnement, leur mode de vie, c'est totalement différent. Disons que rien que leur activité, la journée, il y a peu d'activité parce qu'il fait très chaud. Du coup, c'est plutôt une société qui vit un peu le soir et tôt le matin. Donc, c'est ce que j'ai perçu. Et Et du coup, justement, tout change, enfin, leur façon de faire change, forcément. est-ce que ça vous a ouvert les yeux? Qu'est-ce que vous avez appris finalement par ce voyage en pleine Méditerranée? Ah, vas-y. Non. Je pense que, en fait, il y a deux. Ce qu'il a vu, c'est peut-être parfois un petit peu difficile de le verbaliser, hein, mais ce qu'il a vu, c'est que
Donc on est sur une Union européenne et il a perçu que les frontières, c'était un peu poreux déjà. Enfin, c'était grâce à Schengen, hein, ça bouge, on est rentré, on est sorti. Circulation des personnes, Hein, et il a vu que c'était pas facile. On parle d'un grec ou les chypriotes, c'est un petit peu différent, mais un anglais, il fonctionne pas pareil. On a fait les deux pays un petit peu, un au nord et un au sud. Ils réfléchissaient pas de la même manière, ou en tout cas, ils appréhendaient pas le temps présent et le moment de la même manière. Et ça c'est flagrant. Ça c'était flagrant dans le stade Panathinaïque nous a été ouvert parce qu'on a expliqué, on a rencontré les gens et on n'est pas connu à Athènes, le comité olympique. Alors c'est la Grèce, mais enfin c'est quand même voilà. Et ils nous ont reçus et ils nous ont dit allez banco, allez-y. Les choses en France, ça n'a pas été tout à fait le cas. J'imagine bien. C'est vrai que la Grèce, c'était un peu le pèlerinage, parce que forcément, avec toute la symbolique qu'il y a derrière. Exactement. Vous êtes parti ensuite direction la Bulgarie, Oui. où là, changement de décor. Complètement. Et ça a été vraiment plus pour le vélo, pour le ride et pour à la recherche de la grosse descente. C'est ça. Déjà, on est arrivé en Bulgarie, c'était quand même un gros dépaysement, parce que c'est pas du tout... c'est peu développé. Si, c'est développé, mais disons que il y a moins de fréquentation que dans les pays occidentaux. Et du coup, vraiment gros vélo là-bas. Et on a rencontré des riders locaux. Du coup, ils nous ont fait découvrir la station. Puis de beaux souvenirs. Ouais. On nous a accueillis. Toutes les stations de ride nous ont accueillis. Logés et le forfait. On va voir tout de suite quelques images pour justement mieux comprendre cette ambiance particulière qu'il y a sur place. Et on se retrouve juste après pour en parler. À Borovets. My name is Nikolai Spasov. I'm working for Borosport, Borovets Mountain Bike Park. The story about the resort, how it begin like a summer resort because of the location. It's very close to our capital, Sofia, and the shape of the mountain is very good. The lift is very modern, and this is the highest mountain in the Balkans. The peak Musala is the highest peak in the Balkans. Véritablement dans le cœur du projet, qui est le ride, la descente concrètement. Et c'est ce qui vraiment te tenait à cœur, Maxime. Oui, vraiment au départ, j'avais 15 ans et j'avais vraiment envie de faire du vélo. Du coup, ça a créé quelques complications, mais finalement qui sont passées. Ouais, donc vraiment, là c'était une belle étape. Ouais. Un beau terrain de jeu. Ouais, super. Qu'est-ce qu'il y a de différence par rapport à la France, justement, aux pistes françaises qu'on peut trouver dans nos stations montagnardes? En termes de différence, il n'y en a pas trop. Mais ce qui a vraiment changé, c'est les gens, l'accueil et du coup l'ambiance qui a été faite autour de ça. Et ça, c'était vraiment important. Parce que en France, c'est quand même beaucoup, j'ai le plus gros vélo, je suis plus fort ou des trucs comme ça. Mais là, clairement, c'était plus être content d'être ensemble et de faire du vélo ensemble et le reste, on s'en foutait, quoi. Alors, vous êtes reparti après coup, en 2016, pour un deuxième périple, pour continuer ce périple initial et un petit peu plus proche de chez nous. Comment on a abordé? Est-ce que c'était plus simple de partir un peu plus près? Je pense à l'Espagne, à l'Italie. Est-ce qu'il y a plus de facilité ou... Forcément, oui. Ça a aussi un coût, hein, mais forcément c'est un petit peu plus simple parce qu'on a pris la voiture. On est allé en Autriche, en Espagne, on a bricolé un petit peu. Et c'est aussi parce que
on avait passé une année, en tout cas, à réfléchir, à déjà avoir tourné des choses et on s'était mis on s'est mis en phase. C'est aussi ça. On s'est beaucoup parlé pendant un an, en 2015, et on s'est mis en phase pour 2016 pour se dire bon, mais comment toi tu peux avoir envie de faire comme à Borovets, là, et comment moi je peux raconter mon histoire. Et du coup, on a trouvé des lieux qui pouvaient nous convenir à tous les deux. Finalement, galop d'essai en 2015, qui a été confirmé, transformé En l'essai en 2016, 2016. ouais. C'est ça. Complètement, exactement ça. Et alors, vous êtes allé en Espagne, on le disait il y a quelques minutes, et en Andorre, ce qui peut paraître un peu improbable, dans le sens que ça ne fait pas partie de l'Europe concrètement. Qu'est-ce qui vous a amené là-bas? Alors on est allé en Andorre parce que avec toutes les situations qui s'est passées en Union européenne, du coup on a décidé de voir plus grand et de voir le continent européen. Du coup on est allé en Andorre parce que c'était pas très très loin de l'Espagne et du coup c'était plus pour les images VTT décentes pour le lier avec les Picos d'Europa. Et puis bon, c'est quand même la station, c'est le La spot. terre promise Non, pour mais tous les puis, VTTistes et les descendeurs. Voilà, il y a Cedric Gracia qui ride là-bas. Enfin bon, voilà, on les a tous vus, quoi. Alors, au cas où vous ne connaîtriez pas, je vous propose quelques images pour mieux vous rendre compte de l'esprit et des très très belles pentes qui sont là-bas. Maxime, on voit que c'est quelques images et tu retrouves le sourire juste à regarder les traces que tu avais faites. Ah ouais, c'est clair, hein, ça rappelle vraiment de bons souvenirs et puis ouais, c'était vraiment... C'était encore une très belle étape. Une très très belle étape Ouais. qui a eu des implications sur la suite. Parce que c'est vrai qu'un projet comme celui-ci, ça s'organise des années en amont, en tout cas des mois. Il n'y a pas eu beaucoup de partenaires qui vous ont suivi dans l'aventure. C'était difficile vraiment à mettre en place en amont? C'est difficile, ouais, en termes. Ça a un coût, hein, tout ça. Donc, Puis- moi, pardon. Au début, on est parti, on n'avait rien, enfin on n'avait jamais eu de projet. On va dire que Ensemble, personne connaissait ce qu'on voulait faire. Et du coup, ouais, on a un peu ramé au début, mais là maintenant ça va de mieux en mieux. Est-ce que vous l'avez trouvé finalement, ce trait d'union entre tous les pays de l'Union européenne? Économiquement, oui, forcément, il y a l'euro, et encore pas partout, mais les libres circulations des marchandises, ça marche fort. C'est d'ailleurs là-dessus que... Mieux que les personnes, du coup? Et du coup, mieux que la personne, même si, et c'est une chance, on a pu... Enfin, je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel. Quand on était jeune, à la douane... à toutes les douanes, il fallait s'arrêter. Là, on est passé en Espagne sans problème, on passe en Italie sans aucun problème. On n'a pas de, c'est même pas des problèmes, on passe sans contrôle. En Bulgarie, en Grèce, Schengen, ça fonctionnait en 2016 et en 2015. Je sais pas maintenant. Tout change maintenant. Ça peut évoluer. Même l'Angleterre qui s'en va de l'Europe, de l'Union Comme quoi. européenne. Incroyable. tout Et la le temps, Grèce y est toujours. on l'aurait pas imaginé. Il ne faut jamais se fier à tout ce qu'on nous dit. On est d'accord. Maxime, c'est vrai que vous êtes quand même des locaux
hein, du pays du Mont Blanc, de la vallée de l'Arve, plus particulièrement même des carreaux. Toi, tu es sponsor par les carreaux. Ouais. Ça a été un plus, on va dire, ne serait-ce que pour l'entraînement, pour le suivi et pour l'aide apportée au projet. Ah oui, oui, vraiment, ouais. Parce que déjà, je travaille en tant que stagiaire là-bas au carreau. Et du coup, je leur ai proposé de rentrer dans le projet Europaride. Du coup, ils ont bien voulu. Et donc, ouais, franchement, c'était super. Et ils relayaient des images. Et puis, l'accueil au bike park. Et non, c'était un plus. Justement, ça fait plaisir de voir une station qui se mouille un petit peu Exactement. pour des gros Exactement, projets. Exactement. D'ailleurs, c'est là-bas que tu t'es entraîné avec Ouais. toutes les bike patrols locales. Ouais. Et on va voir quelques images de tes entraînements parce qu'il y a quand même du très très gros niveau. Maxime, ça a été un entraînement un peu intensif, même si tu es dans le vélo de toute façon, de par ta carrière même, si tu rebutes un petit peu au niveau des compétitions, à ce que j'ai compris. Ouais, non, la compétition ne m'attire pas trop. Donc ça peut ne pas être un but en soi, on peut vivre d'un sport sans forcément être... Moi, je le pense, ouais, il suffit d'avoir beaucoup d'idées pour créer des projets. Et puis, non, et puis ouais, ça fonctionne. Comme on peut le voir là, je n'ai jamais fait de compétition. J'ai eu quelques personnes qui m'ont suivi. Et du coup, ouais, ça marche. On vous a vu justement tous les deux sur quelques petites images en tandem, puisque ça a été ça le fil rouge finalement de cette aventure Europaride. C'est le tandem père-fils. Jean-Michel, tu connaissais un petit peu la pratique ? Absolument pas. Il fallait qu'on raconte une histoire, alors je voulais montrer ce côté frontière avec le Mont Blanc, enfin quelque chose, et ça a été le Mont Blanc qui autour duquel on tournait, parce qu'on tourne, en fait pendant 2 ans on a tourné autour de la question père-fils, du tandem père-fils, et on a découvert le tandem sur place. Donc on l'a reçu le tandem, on l'a sorti du carton, on l'a monté, et on est allé à Courmayeur et on a démarré notre tour du Mont Blanc en tandem. Voilà. Un tandem tous les deux et que vous avez envoyé à la vitesse grand V. Combien de jours? On 2 est jours allé- et demi, ouais. 2 jours et demi et pas mal de mètres de dénivelé, je suppose. Ouais, plus de... Une dizaine de milliers. Une dizaine de milliers, ouais. Gentiment, juste comme ça, en passant. D'accord. Et c'est vraiment ce côté tandem, justement, autour du Mont Blanc, autour des pays, autour de la frontière. Finalement, c'est ce qu'on vous suit C'est tout au long du l'idée. film. C'est l'idée, et puis c'est ce qu'on veut montrer, Ouais, c'est Que créer le lien père-fils. voilà. Alors justement, ce lien père-fils, il a été renforcé par cette aventure, je suppose. Ah oui.
Ouais, parce que du coup, on a appris pas mal à travailler ensemble, à trouver des idées, puis à les mettre en œuvre. Et du coup, ouais, c'était assez intéressant. On s'est écoutés mutuellement. Et, Ce qui n'était pas le cas avant. Je l'écoutais beaucoup plus que ce que je l'écoutais. C'est normal, c'est mon Normal. fils. Et du coup, on a, voilà, on a appris à comprendre. Il s'est modelé un petit peu à ce que je voulais, et moi aussi, je suis allé vers ce qu'il voulait. Et du coup, ça fait, Un bon c'est un résultat. apprentissage. En fait, c'est l'apprentissage de ce que toute relation humaine devrait être. L'apprentissage de la vie Hein, finalement. finalement. Voilà. On en revient là. Et tout de suite, pour mieux comprendre ce lien intense père-fils via le tandem et via les belles routes de dénivelé, encore une fois, je vous propose quelques images qui valent leur pesant d'or. Pas assez dur à pied, c'était pas assez dur en VTT, alors les mecs ils vont dire on va le tenter en tandem. Les fous. Salut. Une très très belle aventure. Alors, en un mot rapidement pour conclure, forcément, ça donne des autres idées pour continuer l'aventure père-fils. Ouais, alors ouais, un projet qui se prépare au Népal, dans le Manaslu, mais pas en descente cette fois, en enduro. Donc voilà. Alors, forcément, Avec le de papa- nouveaux partenaires qui l'ont suivi, et puis les anciens matériel. aussi, mais Et le papa sera là en Ah, backup il aura peut-être une caméra à la main, pas très très loin. C'est toi jamais sur Ah, un on sait jamais, malentendu. hein. S'il y a des belles images à prendre, je vais pas les rater. Toujours dans ces coins-là. Merci beaucoup, messieurs. Eh ben, Merci à toi. D'être Merci beaucoup. venus Merci. sur notre plateau ici pour parler de votre très belle aventure. Merci. Carnet d'aventure est maintenant terminé. Merci à toutes et à tous de votre attention et nous on se retrouve très bientôt sur 8 Mont Blanc.